Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver au compte de cette grande édition d'information. Bienvenue dans ce journal. La majorité présidentielle retire son projet d'amendement du code électoral. L'information a été donnée par le président du dit groupe à travers une conférence de presse animée ce lundi à Conakry. Pour l'honorable Amadou Damaro Camara, ce retrait fait suite à l'incompréhension qui avait commencé à naître autour du point 2 de l'accord politique du 12 octobre dernier. Salahilou Yombuno pour les explications. Le mode de scrutin serait-il le nouveau point d'achoppement entre mouvance et opposition? C'est en tout cas ce que nous laisse croire le président du groupe parlementaire de la majorité présidentielle RPG Arc-en-Ciel. Amadou Damaro Camara rappelle les propositions d'amendement faites par son groupe. Nous avons proposé, contrairement à ce qu'on dit que la mouvance a voulu éliminer les listes indépendantes. C'est pas vrai. Nous avons dit, encadrons-les. La liste doit avoir au moins le parrainage d'1% du corps électoral de la localité où la liste est candidate. Si on ne peut pas être parrainé par 1% dans une localité, vous n'avez aucune chance d'être élu là-bas. Nous avons aussi introduit le fait que celui qui doit être chef de quartier ou président du conseil de quartier doit avoir vécu au moins 2 ans dans ce quartier ou dans ce district et y avoir sa résidence principale. Du coup, des voix n'ont pas tardé à se faire entendre du côté de ses adversaires. Dans les rangs de l'opposition, l'on parle d'un manque de volonté du pouvoir d'aller au communal. À ces propos, le président du groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel répond. Pendant la présidentielle, beaucoup d'entre vous ici ne le donnaient pas au deuxième tour. Il a été mieux réélu qu'élu. Et les communales, nous ne voulions pas faire une loi pour les élections prochaines, mais pour les générations prochaines. C'est pourquoi nous avons fait cette proposition. Et ces communales encore, nous allons les gagner. Vu les tensions qui montent dans les rangs de l'opposition qui menacent de reprendre d'ailleurs les rues pour se faire entendre, l'honorable Amadou Damaro Camara et son groupe parlementaire décident. L'objectif n'était pas une manière de saboter les accords qui ont connu déjà un début d'application, qui est même dont l'application est très avancée. Nous nous sommes dit, si vraiment c'est à cause de ce mode électoral qu'on veut crier à la trahison, on a été roulé dans la farine, etc., etc., le groupe parlementaire par ma voix retire sa proposition de mixage du mode de scrutin et nous gardons dans le code électoral la proportionnelle intégrale. Le retrait de cette proposition d'amendement suffira-t-il pour calmer les ardeurs? Les prochains jours, nous édifierons. D'une conférence de presse à une autre, autour toujours de l'accord politique, notamment en son point 2, ce mardi, ce sont les leaders de l'opposition républicaine qui étaient aussi face à la presse. Avec ce retrait du projet d'amendement annoncé par la mouvance présidentielle, les leaders de l'opposition républicaine estiment que le point d'incompréhension est pour le moment levé. Moussa Sefa Kamara nous fait le point. Nous ne connaissons aucun point de l'accord qui a été appliqué depuis 3 mois. C'est ce bras de fer qui oppose les deux tendances politiques guinéennes autour des accords de dialogue politique du 12 octobre dernier. L'opposition républicaine, par la voix de son porte-parole, reste pessimiste concernant la mise en œuvre des engagements pris par la mouvance présidentielle. On a soumis un projet au comité de suivi. Le projet jusqu'à la fin de l'année 2016 n'était pas encore adopté complètement au niveau du comité de suivi. Donc, aucun appel d'offres n'a été lancé, aucune liste même de consultants n'a été établie. Bref, il n'y a rien dans ce domaine qui nous prouve qu'on est sur la bonne voie et qu'on va tenir le délai de disposer du rapport d'audit au plus tard le 31 mai 2017, c'est-à-dire dans moins de 5 mois.
Cependant, le chef de file de l'opposition, El Hadj Cellou Dalein Diallo, lui, estime que le chef de l'État reste le seul garant des 10 accords. Si on a cherché et obtenu l'engagement solennel du président de la République de veiller personnellement à l'application par toutes les institutions concernées des décisions de dialogue, c'est parce qu'on sait qu'il exerce une réelle autorité sur toutes ces institutions. C'est lui qui nomme les gens, c'est lui qui fait établir les listes pour la députation. Et si telle est sa volonté, je ne vois pas comment que ce vote ne puisse pas obtenir la majorité qualifiée. Les poursuites judiciaires des inculpés de violences politiques, l'indemnisation de ces derniers en passant par la violation de certaines procédures au sein de l'hémicycle par la majorité présidentielle. Donc, vu tous ces manquements, l'opposition républicaine entend reprendre les manifestations des rues dans les jours à venir pour se faire entendre. Le Front national pour la défense des droits des citoyens, dans le cadre de la poursuite de son combat civique, propose que les élections locales et communautaires soient couplées et ouvertes à tous les citoyens. Les membres de ce front l'ont fait savoir dans une déclaration lue à Koléa. Son décryptage de Gao Bachir. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces perspectives, le Front national pour la défense des droits des citoyens propose que les élections au niveau des quartiers et les communes soient couplées et que celles des districts puissent être ouvertes à tous les citoyens. Soit couplées avec les élections communales. Ainsi, chaque bureau de vote serait muni de 2 urnes. Une pour élire les conseils communaux et l'autre pour élire les conseils de quartier. Les élections dans les quartiers et districts soient ouvertes à tous les citoyens qui s'inscriront sur des listes de candidats après vérification de leur éligibilité par rapport aux critères standards prévus par les lois guinéennes. En ce qui concerne l'organisation prochaine d'une session extraordinaire destinée à revoir, entre autres, le code des collectivités locales, la loi électorale, le scepticisme de l'honorable Ibrahima Silaba demeure expressif. On envisage une session extraordinaire pour étudier cette loi. Non seulement la loi électorale, il y a le code des collectivités et il y a le règlement intérieur au niveau de l'Assemblée. Toutes ces 3 lois-là qui sont extrêmement importantes pour le futur du pays, et ne pensez-vous pas qu'il est impossible de les examiner en 15 jours parce que la loi prévoit que la session extraordinaire ne peut pas excéder 15 jours. Donc, je vous dis, donc, c'est du dilatoire que nous vivons et ces élections sont loin d'être organisées. Le pouvoir veut gagner du temps. Autre point soulevé, sur les 113 députés, l'Assemblée nationale n'a que 5 juristes. Ce qui est, aux yeux du Front DDC, un autre blocus de ce projet de loi électorale qui continue de faire couler encre et salive. Le cinéma guinéen 50 ans, un anniversaire qui correspond à l'inauguration de la toute première salle Canal Olympia d'Afrique. Il s'agit d'une salle cinématographique ultra moderne qui donne une nouvelle vie au cinéma guinéen. À cette occasion donc, certains pionniers du 7e art ont été décorés pour les loyaux services rendus au pays. Saloum Kondé nous en dit plus. Canal Olympia, nous ne sommes pas en France, mais bien en Guinée. Il s'agit d'une salle cinématographique de 300 places implantée en plein cœur de Kaloum. Elle propose 3 séances de cinéma quotidien. De plus, une journée entière est consacrée chaque mois aux films africains, comme pour dire que le 7e art pourrait renaître de ses cendres. Le public guinéen, justement, aura l'occasion d'accéder à la salle dès demain et de découvrir une programmation cinématographique attrayante. Canal Olympia doit répondre aux nouveaux standards numériques des salles de cinéma et de spectacle. Nous avons doté des équipements de projection et de sonorisation les plus modernes. La salle dispose de ce qui se fait de mieux en termes de cinéma aujourd'hui, un écran scope qui fait 12 mètres de long. À cette occasion, le ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique a rappelé les moments de gloire du cinéma guinéen qui fête ses 50 ans cette année. Des films tels que le Sergent Bakaroulé, Mourir le crabe et Vain la liberté, Hirde Djama, hier, aujourd'hui et demain, ont fait la fierté de notre jeune cinéma
et continue aujourd'hui à retentir sur toutes les arènes cinématographiques africaines. Ce parcours élogieux mérite d'être salué. Sans risque de me tromper, j'ose croire et affirmer que la Guinée est bel et bien le berceau du cinéma de l'Afrique subsaharienne. Outre la décoration des pionniers du cinéma guinéen a été greffée à cette cérémonie. Pour les personnes honorées, l'inauguration de cette salle redonne de l'espoir. De l'espoir en pensant que ça va se multiplier dans le pays et que nous allons bien les entretenir et en profiter parce que c'est pas tout de construire, il faut entretenir. La salle Canal Olympia de Kaloum sera fonctionnelle dès ce mercredi. Pour le bonheur des amoureux du grand écran, et le groupe Vivendi Village compte poursuivre le combat. La société de gestion et d'exploitation de l'aéroport de Conakry compte améliorer ses services par la mise en place des équipements de pointe. L'annonce a été faite ce mardi à l'occasion d'une conférence de presse animée par les cadres de la dite société à Koléa. Autre annonce au cours de cette rencontre, l'augmentation de la capacité d'accueil et celle opérationnelle. Le compte rendu est signé Soari Boubacar. Rendre l'aéroport de Conakry-Bessia plus attractif, telle est l'ambition de la SOSIAC pour cette année 2017. Et ceci en créant toutes les conditions nécessaires et conventionnelles en matière de transport aérien. Cela va de l'accueil des nouvelles compagnies qui commencent à desservir Conakry au renforcement du partenariat avec celle qui est restée pendant la période difficile de la maladie Ebola, en passant par l'amélioration des conditions de travail. Malgré la crise sanitaire Ebola, elles nous ont soutenus, elles nous ont accompagnés, elles sont restées avec nous, donc c'est les fidéliser, promouvoir, participer à la promotion du développement de leur trafic, accueillir également, aller rechercher d'autres compagnies pour renforcer la desserte de l'aéroport de Conakry pour lui permettre d'être mieux connecté au monde. Pour cette connectivité, la sécurité doit être de mise. Et la SOSIAC en fait une priorité. La SOSIAC compte améliorer les mesures de sûreté par la mise en place des équipements de pointe qui permettront d'améliorer les contrôles des passagers, faciliter l'accès, le fluidifier, améliorer l'accueil, et aussi nous permettre, disons, d'intégrer le circuit du passager que le passager. Derrière ces ambitions, la direction de la SOSIAC a fait savoir tout de même être consciente de l'énormité du défi à relever au niveau des services aériens. À chacun son activité, dit-on souvent, certains jeunes, au lieu d'aller commander ou plonger dans le banditisme, préfèrent chercher des passagers pour les taximètres dans les différents arrêts. Appelés communément les coxeurs, ces jeunes exercent ce petit métier pour résoudre beaucoup de leurs problèmes. Les réactions de certains d'entre eux dans ce reportage d'Aïssata Fofana. Nous sommes au rond-point de Bambeto. Ici, c'est la chasse aux clients. Des jeunes hommes, communément appelés coxeurs, appellent pour trouver des passagers. Une activité très prisée aujourd'hui dans les rues de Conakry et à travers elle, la couche juvénile parvient à joindre les deux bouts, faute de moyens. Je récupère mon manger, je récupère un peu d'argent et je garde. Je dois faire la 10e année. Il n'y a pas de moyens pour les parents. Je gagne par jour des fois 25 000, 30 000. Je mange 15 000, je garde 15 000. En faisant le métier de coxeur, ça me rapporte quand même beaucoup parce que je ne triche pas, je ne vole pas. En dépit de cette volonté de sortir de l'ornière, ces coxeurs sont souvent pointés du doigt pour des actes de vandalisme, de vol, de banditisme ou de consommation de stupéfiants. Une situation face à laquelle ce citoyen interpelle les autorités de tutelle à créer des centres d'insertion socio-professionnelle. Je pense que c'est un métier qui n'est pas apprécié par la majeure partie de la population guinéenne, surtout moi. Je crois que il vaut mieux de chercher un métier que de s'arrêter, appeler des gens pour venir entrer dans des taxis afin que le chauffeur puisse vous donner par après de l'argent. La plupart des gens que je vois
au niveau de nos ronds-points sont des bandits et la plupart aussi sont des enfants qui ont l'âge d'aller à l'école. Pourquoi le gouvernement ne prend pas ses responsabilités en créant, même si c'est des centres d'insertion sociaux, pour envoyer ces jeunes pour apprendre des métiers? En attendant, l'activité de coxeur fleurit de plus belle au vu et au su de tout le monde. Et la plupart des engins roulants en transport en commun, après une journée bien remplie, se dirigent le soir vers un point de lavage. Cette autre activité a fini par attirer plusieurs jeunes sans emploi qui réussissent à tirer leur épingle du jeu. Bamamadou Alpha est allé à la rencontre de certains d'entre eux. Suivez son reportage. Il n'y a pas de sot métier, disait l'autre, et c'est ce que pensent beaucoup de jeunes Guinéens qui décident de prendre leur destin en main. Laver des véhicules est devenu un autre métier qui leur permet de gagner leur vie. Pour les élèves qui pratiquent ce métier, c'est une véritable opportunité d'affaires qui soulage leurs besoins. Quand je viens ici, je fais le samedi, dimanche, le peu que je gagne, le lundi, je fais ça comme déjeuner mardi, mercredi, jeudi. Après ça, si c'est les congés, je viens, je me débrouille. Pendant les congés, c'est que je gagne. C'est ce que je fais pour acheter mes cahiers, acheter les et donner les apps à eux. Au lieu que je vais à la maison, je dis à mes parents, donne-moi ça, donne ça. Parce que moi, je vois que je veux étudier, mais mes parents n'ont pas de moyens. Si je quitte ici, je peux mettre l'argent à la maison pour l'économie, quoi. D'avoir l'argent au village. C'est mes petits frères et mes grands frères au village, quoi. Je donne l'argent, j'envoie l'argent au village pour ma mère et mon père encore. Au-delà de toute attente, d'autres en font leur métier et s'en réjouissent. Je demande à mes amis de travailler bien et de bien s'intéresser à ce métier. Ça peut ouvrir d'autres chances. Moi, c'est grâce à un monsieur que je suis dans ce métier. Et je rends grâce à Dieu car j'ai fondé mon foyer à travers cette activité de lavage de véhicules. C'est désormais ma profession. Vraiment, on entend le débrouiller ici petit à petit. Vraiment, on demande aux gens de venir se lever, on va dérouler un peu. Parce que pour venir t'asseoir à la maison ou bien venir voler comme ça c'est pas bon. Les gens n'ont qu'à sortir, venir cesser le travail, n'ont qu'à travailler, débrouiller pour en attendant. En tout cas, il va gagner petit à petit. On ne va pas rester comme ça, on va dire, le gouvernement, on va dire de gagner, sortir comme ça, rentrer comme ça c'est pas bon. Malgré le taux de chômage très élevé des jeunes, nombre d'entre eux se créent de l'emploi à la différence d'autres qui se perdent dans la paresse. Une preuve de courage et de motivation qui mérite d'attirer l'attention des autorités à tous les niveaux. En France, début du procès de Youssouf Fofana pour tentative d'extorsion entre 2002 et 2004 antérieure à l'assassinat d'Ilan Halimi, affaire pour laquelle il a été condamné à perpétuité. Regardez. Youssouf Fofana, de retour sur le banc des accusés. Le chef du gang des barbares est jugé à partir d'aujourd'hui par le tribunal correctionnel de Paris pour de multiples tentatives d'extorsion de fonds et des menaces de mort. Des faits commis entre 2002 et 2004, avant l'assassinat d'Ilan Halimi. Fofana aurait envoyé des demandes de rançon et des lettres de menaces à 42 personnes, principalement des dirigeants d'entreprises. Le chef du gang des barbares ne se serait pas contenté de menacer ses victimes par écrit. Il est soupçonné d'avoir déposé des grenades trafiquées à leur domicile, d'avoir jeté des cocktails Molotov dans la cour d'un immeuble ou encore d'avoir piégé une voiture avec des bouteilles de gaz. Il aurait également envoyé des vidéos d'hommes lourdement armés filmés devant l'immeuble des personnes menacées. Dans ces courriers, le suspect réclamait un impôt palestinien au nom du Front de libération de la Palestine. Il s'est ensuite revendiqué du groupe corse Armata Corsa et du collectif de rap Mafia Kafri. Malgré ces méthodes d'intimidation, aucune des victimes n'a cédé à la menace. Un procès qui commence alors que Youssouf Fofana purge une peine de prison à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans pour avoir séquestré, torturé et tué Ilan Halimi. Il est actuellement incarcéré à la prison de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne. Le chef du gang des barbares est décrit comme un détenu violent et encore plus radicalisé qu'au début de sa détention.
Ce n'est pas quelqu'un qui est dans une voie de déradicalisation. Il est toujours sur ses pensées d'actes barbares. Nous, on n'a pas vu de désendoctrinement depuis qu'il est incarcéré. C'est ce qui nous inquiète et c'est ce qui fait qu'il est à l'isolement. En 2011, il avait d'ailleurs publié des vidéos sur YouTube où il tenait des propos antisémites et faisait l'apologie du terrorisme, ce qui lui avait valu une condamnation à 7 ans de prison supplémentaire en 2013. Si Fofana est à l'isolement et ne sort que très peu de sa cellule, il tente toutefois de communiquer avec l'extérieur et avec les autres prisonniers à travers les fenêtres. Les professionnels pénitentiaires sont très vigilants lorsqu'ils doivent interagir avec le détenu, même lorsqu'il s'agit de lui délivrer un repas, les gardiens sont équipés de protection. Plusieurs surveillants ont déjà été agressés par Youssouf Fofana. Hier s'est déroulée en France la cérémonie d'hommage aux victimes de l'attentat de l'Hyper Cacher. 2 ans après, l'effet d'émotion est toujours vibre. Regardez. Une sobre tente fait face à l'Hyper Cacher, porte de Vincennes. Une pancarte est installée. 9 janvier 2015, nous n'oublions pas, avec le nom des 4 victimes. À l'appel du CRIF, du Conseil représentatif des institutions juives de France, beaucoup sont venus se recueillir. Après 2 ans, l'émotion est encore palpable. J'ai envie de pleurer depuis tout à l'heure, j'ai envie de me sauver. Voilà, on a touché à ma chair. Une gerbe de fleurs est déposée, des bougies sont allumées, certains écrivent des mots, des prières. Beaucoup d'anonymes ont fait le déplacement pour témoigner leur soutien aux familles des victimes. Ils veulent se montrer unis face au terrorisme. C'est important de ne pas oublier surtout. Il faut toujours se rappeler d'eux et surtout il faut faire passer un message, c'est qu'on est toujours là, toujours solidaires et on ne baissera pas les bras même face à des actes aussi barbares que ça. Anne Hidalgo, le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux, encore François Fillon, le candidat de la droite à la présidentielle. Beaucoup d'élus sont là, eux aussi, en signe de solidarité. Le candidat socialiste à la primaire, Manuel Valls, Premier ministre à l'époque des faits, a fait également le déplacement. Je ne veux plus entendre dans mon pays, dans ce beau pays qu'est la France, des juifs exprimer leur peur ou des musulmans leur honte. Et de voir ces affrontements, ces confrontations. Nous avons besoin de nous rassembler, mais de ne jamais oublier les victimes. Le président du CRIF pointe du doigt la menace terroriste qui ne faiblit pas sur le territoire français. La menace est toujours présente et c'est une véritable inquiétude, comme pour tout l'ensemble de la communauté nationale. Devant les quelques centaines de personnes présentes, le grand rabbin de France, Raïm Korsi, a pris la parole pour saluer la mémoire de Yohan Cohen, Yoav Attab, Philippe Braham et François-Michel Saada et rappeler combien 2 ans après, personne n'a oublié. Et la boucle est bouclée pour Barack Obama. Dans quelques heures, le président américain prononcera donc son discours d'adieu là où tout a commencé à Chicago. Suivez. Nous sommes en 2004 à la convention démocrate. Barack Obama fait campagne pour le candidat de son parti, John Kerry. Le jeune sénateur de l'Illinois est quasiment inconnu sur la scène nationale, mais il crève l'écran. Quelques minutes seulement suffiront pour prouver aux Américains qu'il faudra compter avec lui les prochaines années. Il n'y a pas une Amérique noire, une Amérique blanche, latine ou asiatique. Il y a les États-Unis d'Amérique. Le message est entendu par les Américains, qui l'élisent 4 ans plus tard à la tête du pays. Un 44e président charismatique, optimiste et qui incarne le changement, Barack Obama s'implique dans l'écriture de chaque discours. L'exercice lui plaît. Le premier président noir va en faire un atout au cours de ses 2 mandats. Si quelqu'un ce soir doute encore du fait qu'en Amérique, tout est possible, qui se demande encore si le rêve de nos fondateurs est bien vivant, qui remet en cause le pouvoir de notre démocratie, il a sa réponse ce soir. Grand orateur, Barack Obama se laisse parfois submerger par ses émotions comme ici en décembre 2012, après le massacre de l'école primaire de Sandy Hook où 20 enfants ont été tués. À plusieurs reprises, le président affiche sa volonté de renforcer le contrôle des armes à feu, mais ses discours ne suffisent pas. Barack Obama se heurte au blocage du Congrès. Les tensions raciales, le mariage gay inscrit dans la Constitution ou encore la réforme du système de santé. À chaque événement, un discours qui marque une étape de son passage à la Maison-Blanche. Je signe ce projet de loi en pensant à ma mère,
qui a eu des problèmes avec les compagnies d'assurance alors qu'elle se battait contre le cancer à la fin de sa vie. Homme politique de compromis, Barack Obama prononce plusieurs discours marquants de politique étrangère, notamment celui du Caire en juin 2009, où il invite les États-Unis et les musulmans à travers le monde à un nouveau départ. En mai 2011, le président annonce fièrement la mort d'Oussama Ben Laden, dans un discours qui sonne comme une revanche des Américains, 10 ans après les attentats du World Trade Center. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. 48 heures après l'attentat de Jérusalem, un groupe terroriste palestinien inconnu des services de sécurité a revendiqué l'attaque. Benjamin Netanyahu avait affirmé de son côté que l'assaillant agissait au nom de l'État islamique. Suivez. C'est un groupe terroriste palestinien qui était encore inconnu de tous en Israël, y compris des services de renseignement, jusqu'à aujourd'hui. Le collectif du martyr Baalian, voilà le nom de la cellule qui revendique l'attentat au camion bélier perpétré dimanche à Jérusalem. Une attaque qui a coûté la vie à 4 soldats israéliens et blessé 17 autres. Et c'est au nom de Baalian que ce groupe aurait agi. Ce dernier est un terroriste palestinien, lui aussi est originaire de Jabal Moukabar. C'est l'un des 2 responsables de l'attentat contre un bus de Jérusalem dans le quartier, là encore, de la promenade d'Armon HaNatziv en octobre 2015, dans lequel 3 civils israéliens avaient été tués. Et l'attentat de dimanche dernier n'est pas leur premier fait d'armes, ni le dernier, menacent-ils, si l'on en croit leur communiqué posté sur les réseaux sociaux. Benjamin Netanyahu avait affirmé de son côté quelques minutes après les faits que le conducteur du camion bélier était un sympathisant de l'État islamique. Le collectif terroriste précise aussi dans son communiqué que ses membres n'ont aucun contact en dehors de la Palestine. Dans le quartier est de Jérusalem de Jabal Moukabar, d'où est originaire Fadi Al-Koumbar, la police israélienne est très présente, en particulier autour de la maison de famille du terroriste. Pour le frère de ce dernier, Fadi Al-Koumbar est un homme innocent. Tu sais pourquoi ton frère a fait ça? Personne ne sait, peut-être que sur la route il y a eu un problème. Peut-être que les freins du camion, on ne sait pas. Tu penses que c'est un accident? Tout à fait, oui. Il n'aurait pas eu l'intention de faire cet attentat? Non, pas du tout. Tu en es sûr? On dit qu'il était sympathisant de Daesh. Pas avec Daesh, ni personne d'autre, non. Donc les soldats... Oui, les soldats, peut-être qu'avant ça, ils l'ont énervé, lui ont fait quelque chose, on ne sait pas. Peut-être que c'est à cause de ses freins, on ne sait pas. Donc d'après ce que tu me dis, en fait, il n'aurait pas dû lui tirer dessus, il est mort pour rien, gratuitement. Exactement, oui, pour rien, gratuitement. Donc si c'était bel et bien un accident, es-tu désolé de ce qui s'est passé, que des soldats soient morts et que d'autres aient été blessés? Écoute, il y a des soldats qui meurent et c'est comme ça. En attendant, à Armon HaNatziv, promenade très fréquentée de Jérusalem où a eu lieu cet attentat au camion bélier, les autorités israéliennes ont placé des blocs de béton et des barrières de sécurité. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention et restez connectés, les programmes continuent sur TET TV. Au revoir.